Le soleil matinal transperçait les stores du bureau de Patrick Sosa au centre-ville, illuminant les plans architecturaux étalés sur son bureau. À 34 ans, il s'était bâti une réputation comme l'un des ingénieurs structurels les plus innovants de la ville. Le genre d'esprit qui pouvait regarder une fondation en ruine et y voir des possibilités là où d'autres ne voyaient que démolition. Cette même approche analytique l'avait sauvé plus de fois qu'il ne pouvait en compter, mais jamais de la manière dont il s'y attendait. Son téléphone a vibré. Un SMS d'Andrea, sa femme depuis 7 ans. Maman veut garder Maya pour le week-end. Elle lui manque. Patrick fixa le message, sa mâchoire se crispant. Maya avait 5 ans, brillante et curieuse, avec ses yeux noirs et le sourire de sa mère. Au cours des 6 derniers mois, la mère d'Andrea, Géraldine Elliott, s'était immiscée dans leur vie avec une agressivité croissante, toujours sous le couvert de l'aide. Patrick avait vu son mariage lentement s'empoisonner sous son influence. Il répondit, « Nous en avons discuté. Maya rentre ce soir. Je lui ai promis de travailler sur sa cabane dans les arbres. » 3 points sont apparus, puis ont disparu. Ensuite, tu deviens encore trop contrôlant. Patrick posa son téléphone et retourna à son travail, mais la concentration lui échappait. La famille Elliott avait de l'argent ancien provenant de brevets pharmaceutiques qui avait fait la fortune du défunt père de Géraldine. Quand Patrick avait épousé Andrea, une infirmière pédiatrique qu'il avait rencontrée lors d'une collecte de fonds pour un hôpital caritatif, il avait été enchanté par sa gentillesse et son indépendance. Il n'avait pas compté sur Géraldine, une femme qui traitait sa fille comme une propriété, et lui comme un inconvénient temporaire. Les problèmes avaient commencé modestement. Des commentaires sur ses origines. Son père était un ouvrier du bâtiment, sa mère une institutrice. Ils avaient tout donné à Patrick, y compris les bourses d'études et la détermination qu'il avait menée au MIT. Mais pour Géraldine, il était, col bleu, se faisant passer pour, col blanc. Elle le lui avait dit en face lors de leur dîner de répétition, riant comme si c'était une blague. Puis vint la véritable érosion. Géraldine appelait Andrea quotidiennement, parfois 3 ou 4 fois, toujours avec des crises qui nécessitaient une attention immédiate. Elle avait fait ajouter le nom d'Andrea à des comptes bancaires, puis l'avait lentement convaincu de transférer de l'argent pour des investissements que Patrick ne voyait jamais documentés. Quand il l'avait interrogé, Andrea l'avait accusé d'être jaloux de la richesse de sa famille. Le pire était de voir Andrea changer. La femme qui s'était autrefois opposée aux administrateurs d'hôpitaux au nom de ses patients ne pouvait plus dire non à sa mère. Géraldine l'avait convaincue de quitter son travail, disant qu'elle devrait se concentrer sur son rôle de mère. Patrick l'avait d'abord soutenue, mais c'était devenu une laisse. Sans son propre revenu, Andrea était devenue plus dépendante de l'argent et de l'approbation de sa mère. Son téléphone sonna. Nicolas Dunlap, son meilleur ami depuis l'université et un avocat spécialisé en droit de la famille. « Patrick, j'ai fini d'examiner les documents que tu m'as envoyés, » dit Nicolas sans préambule. Les dossiers financiers montrent une tendance. Votre femme a transféré plus de 200 000 $ à ses comptes maternels au cours des 18 derniers mois. La main de Patrick se serra sur le téléphone. Pouvons-nous prouver que ce n'est pas légitime? La charge de la preuve nous incombe. Mais oui, il n'y a aucune documentation, aucune preuve d'investissement, rien. Cela ressemble à de simples transferts. Combiné aux autres choses que tu m'as dites sur le comportement de Géraldine, nous pourrions avoir un dossier pour manipulation financière si cela en vient au divorce. Je ne veux pas de divorce, dit Patrick calmement. Je veux ma femme de retour et je veux que ma fille soit protégée de l'influence de cette femme. Nicolas soupira. Je sais, mon frère, mais tu dois te préparer à cette éventualité. Documente tout. Chaque interaction, chaque SMS, chaque instance d'ingérence de Géraldine dans ton mariage. Après avoir raccroché, Patrick ouvrit le dossier sur son ordinateur où il avait conservé des enregistrements. Des captures d'écran de SMS, des emails, même des enregistrements d'une dispute particulièrement animée où Géraldine avait dit à Andrea qu'elle avait commis une erreur en épousant quelqu'un de sa condition. Il avait commencé à documenter 6 mois plus tôt, quand il avait réalisé que son mariage pourrait ne pas survivre à la campagne de Géraldine. Ce soir-là, Patrick se rendit au domaine des Elliott, une vaste propriété en banlieue qui lui donnait toujours l'impression d'approcher une forteresse. Les grilles de fer étaient ouvertes et il remonta l'allée circulaire, notant la Mercedes de Géraldine et la BMW d'Andrea. Le siège auto de sa fille aurait dû être visible dans la BMW. Il ne l'était pas.
Il sonna. Géraldine ouvrit, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, portant des perles à 18h comme si elle attendait le gouverneur. Patrick, dit-elle, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Nous ne vous attendions pas. Je suis là pour Maya. Andrea a dit que vous la vouliez pour le week-end, mais nous avions des plans. Andrea se repose. Elle a eu mal à la tête toute la journée. Géraldine ne bougea pas de l'entrée. Alors je ramènerai Maya à la maison et laisserai Andrea se reposer. Ce ne sera pas possible. Patrick sentit son pouce accélérer. Où est ma fille, Géraldine? Le sourire de la femme plus âgée s'élargit légèrement, et Patrick vit quelque chose dans ses yeux qui lui glaça le sang. Le triomphe. Maya est en sécurité, quelque part où elle peut être correctement soignée sans le stress de votre foyer instable. De quoi diable parlez-vous? Patrick s'avança, mais Géraldine tint bon. Andrea et moi en avons longuement discuté. Vous avez trop travaillé, la laissant seule, mettant la pression sur la famille. Maya a besoin de stabilité. Où est-elle? La voix de Patrick était maintenant d'un calme mortel. Le ton qui faisait que les subordonnés sur les chantiers de construction arrêtaient ce qu'ils faisaient. Je pense que vous devriez partir, Patrick. Si vous faites une scène, j'appellerai la police et leur dirai que vous êtes menaçant. Patrick sortit son téléphone, appelant Andrea. Ça a sonné 4 fois avant de tomber sur le répondeur. Il a réessayé. Même résultat. Andrea ne prendra pas vos appels pour le moment. Elle a besoin d'espace pour réfléchir à ce qui est le mieux pour Maya. Patrick a appelé le 911. La standardiste a répondu et il a expliqué la situation aussi calmement qu'il le pouvait. Sa fille était censée être chez sa belle-mère. Elle n'y était pas. Il ne savait pas où elle était. Sa femme ne répondait pas. L'expression de Géraldine vacilla. Le premier signe d'une réelle inquiétude. En 20 minutes, 2 policiers sont arrivés. Patrick expliqua la situation pendant que Géraldine insistait sur le fait qu'il y avait un malentendu, que des arrangements avaient été pris, que Patrick était hystérique. Où est l'enfant? Demanda l'officier Seller, son bloc-notes sorti. Chez des proches, dit Géraldine avec douceur. Parfaitement en sécurité. C'est une affaire domestique qui ne nécessite pas l'intervention de la police. Quel proche? Où? Demanda Patrick. Géraldine sourit. C'est une affaire de famille. L'officier Seller regarda entre eux. Madame, si le père demande à savoir où se trouve son enfant et que vous refusez de fournir cette information, nous avons un problème. Je ne refuse rien. Je protège ma petite fille d'une situation instable. C'est un mensonge, dit Patrick platement. Officier, ma femme et moi avons la garde conjointe. Personne n'a le droit de prendre ma fille sans mon savoir. Andrea apparut en haut de l'escalier, le visage pâle. Patrick, qu'est-ce qui se passe? Où est Maya? Demanda-t-il, sa voix tendue. Andrea descendit lentement, évitant son regard. Elle est chez tante Wanda. Juste pour quelques jours le temps que nous réglions les choses. Wanda Powers, la sœur de votre mère au Nevada. L'esprit de Patrick s'emballa. Vous avez emmené notre fille au-delà des frontières de l'État sans me le dire? Je ne l'ai emmenée nulle part. Maman s'en est occupée. Quand? Ce matin, Patrick se tourna vers les policiers. Ma fille a été transportée hors de l'État ce matin sans mon savoir ni mon consentement. Je veux déposer un rapport. L'officier Seller échangea un regard avec son partenaire. Monsieur, si les 2 parents ont la garde et qu'un parent a consenti. Je n'ai pas consenti. Je n'ai pas été informé. Ils m'ont délibérément caché cela. La voix de Géraldine était glaciale. Nous protégeons Maya de votre comportement de plus en plus erratique. Andrea l'a documenté. Documenter quoi? Demanda Patrick, mais Andrea ne le regardait pas dans les yeux. Les officiers prirent des dépositions, mais Patrick pouvait voir que cela n'allait pas être résolu ce soir. Après leur départ, il se tint dans l'allée face à Andrea. Géraldine les regardait depuis la porte comme une sentinelle. Pourquoi? Demanda-t-il à sa femme. Les yeux d'Andrea se remplirent de larmes. Tu ne comprends pas la pression que je subis. Maman essaie d'aider. Aider? Elle a emmené notre fille dans un autre état. Juste pour quelques jours, pour nous donner de l'espace. Nous.
Où vous est votre mère de l'espace pour prendre des décisions concernant mon enfant sans moi? Andrea tressaillit. Ne rend pas ça plus difficile que nécessaire. Patrick rentra chez lui dans un brouillard de rage et de peur. Une fois là, il appela Nicolas, lui expliqua tout, puis passa un autre appel à un détective privé avec qui il avait travaillé sur une affaire de fraude impliquant un fournisseur de construction. Derek Lamb répondit au deuxième coup de fil. « J'ai besoin que vous trouviez ma fille, dit Patrick. Et j'ai besoin de toute la documentation. » Qui l'a déplacée? Comment, pourquoi, tout. Je commence ce soir, répondit Derek. Patrick ne dormit pas. Il s'assit à sa table de cuisine, les dessins de Maya recouvrant le réfrigérateur, ses petites chaussures près de la porte, et planifia. Il consulta toutes les ressources légales que Nicolas lui avait envoyées, fit des recherches sur les lois concernant l'enlèvement parental et commença à construire une chronologie de l'ingérence de Géraldine dans son mariage. Au lever du soleil, il avait un dossier de 3 pouces d'épaisseur, et il avait la certitude grandissante qu'il ne s'agissait pas de donner de l'espace à qui que ce soit. C'était bien pire. Le lendemain matin, Patrick reçut un appel de Derek. « Je l'ai trouvée. Elle est à la résidence de Wanda Powers à Henderson, Nevada. J'ai des photos de surveillance confirmant que votre fille est là. Mais Patrick, il y a autre chose. » Quoi? Wanda Powers travaille pour un internat thérapeutique privé. Le genre que les familles riches utilisent quand elles veulent reprogrammer des enfants difficiles. J'ai fouillé. Géraldine Elliott siège à leur conseil d'administration. Le sang de Patrick se glaça. Ils vont la mettre dans une école? Je ne peux pas encore le confirmer, mais le lien est préoccupant. Ces endroits, certains sont légitimes, mais d'autres. Ce sont essentiellement des enlèvements légaux avec un vernis thérapeutique. L'esprit de Patrick s'emballa en considérant les implications. Maya avait 5 ans. Les internats thérapeutiques ne prenaient pas de jeunes enfants, à moins que quelqu'un avec suffisamment d'argent et d'influence ne prenne des dispositions spéciales. Il appela Nicolas immédiatement. Nous avons besoin d'ordonnances de garde d'urgence. Maintenant. Je suis déjà en train de les rédiger. Derek m'a envoyé ses premières conclusions. Patrick, c'est plus grave que nous le pensions. S'il prévoit d'institutionnaliser votre fille, nous envisageons des accusations potentielles de maltraitance d'enfants. Combien de temps avant de voir un juge? Je peux obtenir une audience d'urgence demain matin, mais nous avons besoin de plus de preuves. Derek peut-il obtenir de la documentation sur ce que fait Wanda Powers? Un lien quelconque avec les plans de Géraldine? Il s'en occupe. Patrick passa la journée à coordonner avec son équipe juridique tout en maintenant son calme au travail. Son chef de projet senior, Albert Baxter, l'interpella à midi. « Tu as l'air en enfer, Sosa. Tout va bien ?» Patrick faisait confiance à Albert. L'homme avait 20 ans d'expérience sur le terrain et une approche directe de la résolution de problèmes. Urgence familiale. Je pourrais avoir besoin de quelques jours la semaine prochaine. Ce dont tu as besoin, la famille passe avant tout. En soirée, Derek avait envoyé un dossier de documents. Des emails entre Géraldine et Wanda discutant des options de traitement pour les jeunes enfants à problème. Des brochures pour un établissement appelé New Horizon Youth Academy, spécialisé dans l'intervention précoce pour les troubles du comportement. Et une note manuscrite de Géraldine à Wanda, nous devons agir avant que Patrick n'interfère. Andrea est d'accord, mais elle est fragile. Une fois que Mia sera installée dans le programme, Andrea comprendra que c'est pour le mieux. Patrick lut la note 3 fois, ses mains tremblantes. Il ne prévoyait pas une visite de week-end. Il prévoyait d'institutionnaliser sa fille pour convaincre sa femme que Maya devait être enfermée dans un établissement pour l'effacer de la vie de son enfant. Il appela Andrea. Elle répondit au 5e coup. « Je sais ce que votre mère prépare, dit-il calmement. » Silence. « Andrea, dis-moi que tu ne fais pas partie de ça. Dis-moi que tu ne sais rien de New Horizon. » Sa voix était petite. Maman dit que Mia a montré des signes de problèmes d'attachement. Qu'elle a besoin d'aide professionnelle. Elle a 5 ans. Elle est en parfaite santé. Tu n'es pas médecin, Patrick. Votre mère non plus. Elle te manipule. Tu ne le vois pas. Maman veut ce qu'il y a de mieux pour Maya. Non, elle veut le contrôle. Elle l'a eu sur toi pendant des années, et maintenant elle le veut sur notre fille.
La voix d'Andrea se durcit. Je raccroche maintenant. Ne rappelle pas à moins que tu ne sois prêt à en discuter rationnellement. La ligne se coupa. Patrick se tint dans sa maison vide, entouré des preuves de la vie qu'il avait construite avec Andrea, photos de mariage au mur, œuvres d'art de Maya, les meubles qu'ils avaient choisis ensemble, et il réalisa que sa femme était partie. Perdu si complètement dans la manipulation de sa mère qu'elle participerait à quelque chose d'aussi monstrueux. L'audience d'urgence était prévue à 7 heures. Patrick ne dormit pas non plus cette nuit-là. Il affina sa chronologie, organisa ses preuves et prit une décision. Si Géraldine Elliott voulait la guerre, il lui en donnerait une. Mais il se battrait avec les seules armes qui comptent, la vérité, les preuves et la loi. Et quand il aurait fini, elle ne perdrait pas seulement, elle répondrait de chaque crime qu'elle avait commis contre sa famille. Le juge s'appelait Nathaniel Bennett, un vétéran du tribunal de la famille connu pour son intolérance à l'aliénation parentale. Patrick s'assit dans la salle d'audience avec Nicolas, regardant l'horloge avancer vers 7 heures du matin, sa fille à 3 états de distance, et son mariage brisé. Mais Patrick Sosa n'avait pas survécu au programme d'ingénierie du MIT, n'avait pas bâti sa réputation sur des projets impossibles en abandonnant quand les choses devenaient difficiles. Il regarda le dossier de preuves, la chronologie qu'il avait construite, et sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine. Pas de rage, pas de peur, mais la certitude. Géraldine Elliott avait commis une erreur fatale. Elle l'avait sous-estimé, et cette erreur allait lui coûter tout. Le juge Bennett écouta la requête de Patrick avec une expression taillée dans le granit. Nicolas présenta les preuves méthodiquement. Le transport non autorisé de Maya à travers les frontières de l'État. Le plan documenté de Géraldine pour institutionnaliser une enfant de 5 ans en bonne santé. La coopération d'Andrea sous contrainte ou manipulation apparente. Les yeux du juge se rétrécirent en examinant la note de Géraldine. Où est l'enfant maintenant? Henderson, Nevada. Votre honneur, à la résidence de Wanda Powers, répondit Nicolas. Et le lien de Madame Powers avec la belle-mère? Sœur et associée commerciale. Madame Powers est employée par la New Horizons Youth Academy où Géraldine Elliott siège au conseil d'administration. Le juge Bennett posa les documents. J'émets une ordonnance de garde d'urgence. L'enfant doit être immédiatement rendu aux soins de Monsieur Sosa. De plus, j'ordonne un contrôle de bien-être et une enquête par les services de protection de l'enfance du Nevada. Il regarda Patrick. Monsieur Sosa, je vous accorde la garde exclusive temporaire en attendant une audience complète. Votre femme et sa mère ont interdiction de contacter l'enfant mineur sans supervision. Patrick sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine. Merci, votre honneur. Ne me remerciez pas encore. Ceci est préliminaire. L'audience complète déterminera les arrangements permanents. Mais monsieur Sosa, l'expression du juge était féroce. Si même la moitié de ce qui est allégué ici est vrai, quelqu'un va en prison. En moins de 6 heures, Patrick était à bord d'un vol pour Las Vegas, louant une voiture pour se rendre à Henderson. Derek avait fourni l'adresse exacte de Wanda Powers, et les services de protection de l'enfance du Nevada étaient déjà sur place lorsque Patrick arriva avec une escorte policière locale et des copies de l'ordonnance du juge Bennett. La maison était une modeste demeure de banlieue, rien à voir avec le domaine des Elliott. Wanda Powers ouvrit la porte, sa ressemblance avec Géraldine était frappante, les mêmes yeux froids, le même sourire étudié. Monsieur Sosa, c'est une affaire régulière, où est ma fille? Patrick brandit l'ordonnance du tribunal. J'ai une directive de garde. Une travailleuse des services de protection de l'enfance, une femme nommée Erika Gilles, s'avança. Madame, nous devons voir l'enfant immédiatement. Le calme de Wanda se fissura légèrement. Elle fait la sieste. Réveillez-la. Ce qui se passa ensuite resta à jamais gravé dans la mémoire de Patrick. Wanda les conduisit à l'étage dans une chambre où Maya était allongée sur un lit, vêtue de vêtements inconnus. Quand elle vit Patrick, son visage se transforma. Papa. Elle courut vers lui et Patrick la prit dans ses bras, sentant son petit corps trembler de sanglots. C'est bon, mon bébé. Je te tiens. Tu es en sécurité. Je veux rentrer à la maison, murmura-t-elle. Ils ont dit que je devais rester ici longtemps. Ils ont dit que tu ne voulais plus de moi. La vision de Patrick devint rouge sur les bords, mais il garda sa voix calme. C'est un mensonge, Maya. Je te voudrais toujours.
Toujours. Erika Gilles documentait tout, son expression devenant de plus en plus sombre. Monsieur Sosa, je dois interroger votre fille en privé. Bien sûr. Il attendit dans le salon pendant que Maya parlait avec Erika. Wanda était assise, rigide, sur le canapé, son téléphone vibrait à plusieurs reprises, sans doute Géraldine, appelant pour des nouvelles. L'officier de police se tenait près de la porte, la main près de sa ceinture, observant Wanda comme si elle pouvait s'enfuir. Quand Erika ressortit 30 minutes plus tard, son visage était pâle. Elle fit signe à Patrick de sortir. Monsieur Sosa, votre fille a révélé des choses très préoccupantes. Elle dit qu'on lui a dit qu'elle resterait ici de façon permanente, que vous l'aviez donnée parce qu'elle était trop difficile. Elle dit que Miss Powers et une autre femme ont discuté d'une école où les enfants difficiles apprennent à se comporter. A-t-elle dit autre chose? Erika hésita. Elle a dit que sa grand-mère lui avait dit que si elle n'y allait pas volontairement, il devrait la faire comprendre. Monsieur Sosa, j'ouvre une enquête formelle. Ce n'est pas seulement une ingérence dans la garde. Cela semble être de la maltraitance psychologique d'un mineur. Patrick hocha lentement la tête. De quoi avez-vous besoin de ma part maintenant? Ramenez votre fille à la maison. Je coordonnerai avec vos services de protection de l'enfance locaux et la police. Gardez des enregistrements détaillés de tout ce qu'elle vous dit, mais ne l'interrogez pas, laissez-la parler naturellement. Le vol de retour fut surréaliste. Maya s'endormit dans les bras de Patrick, épuisée, tandis qu'il regardait par la fenêtre et assimilait tout. On avait dit à sa fille qu'il l'avait abandonnée. On l'avait menacé d'institutionnalisation, et Andrea avait su, avait participé parce que Géraldine l'avait convaincu que c'était nécessaire. De retour chez lui, Patrick installa Maya dans sa chambre avec ses animaux en peluche préférés et sa veilleuse. Elle s'accrocha à lui, craignant qu'il ne disparaisse. « Je ne vais nulle part, promit-il. Tu es en sécurité maintenant. » « Où est maman ?» Le cœur de Patrick se serra. « Maman a fait des erreurs, ma chérie. Mais je vais tout arranger. » « Grand-mère Géry est méchante ?» Patrick choisit ses mots avec soin. « Grand-mère Géry a fait des choses qui t'ont blessé. Elle a eu tort de les faire. » Maya hocha la tête solennellement. « Elle m'a fait peur, papa. Elle a dit que si je n'étais pas sage, je devrais aller dans un endroit où ils rendent les mauvais enfants sages. Tu n'es pas une mauvaise enfant. Tu es parfaite telle que tu es. » Plus tard, après que Maya se fut enfin endormie profondément, Patrick s'assit avec Nicolas dans sa cuisine, revoyant tout. Le rapport des services de protection de l'enfance prendra quelques jours, mais d'après ce que tu m'as dit, nous envisageons plusieurs chefs d'accusation, dit Nicolas. Ingérence dans la garde, enlèvement, franchissement des frontières de l'État avec un mineur sans le consentement parental, mise en danger d'enfants, éventuellement complot en vue de commettre des abus sur mineurs, selon ce qui ressortira d'autres. Et Andrea. C'est compliqué. Si elle a été manipulée, si Géraldine a exercé un contrôle psychologique sur elle, les procureurs pourraient lui offrir un accord. Mais Patrick, tu dois te préparer à la possibilité qu'Andrea ait été une participante volontaire. Comment expliquer cela à Maya? Un jour à la fois, mon frère. Un jour à la fois. Au cours de la semaine suivante, l'enquête s'est étendue. La documentation de Derek s'est avérée inestimable. Il avait photographié les emails, enregistré des conversations légalement avec le consentement approprié d'une partie dans un état à consentement unilatéral, et construit une chronologie qui montrait une préméditation. Puis vint la bombe. Erika Gilles appela pour donner des nouvelles. Les déclarations de Maya avaient été corroborées par d'autres preuves. La New Horizons Youth Academy avait un dossier sur Maya Sosa ouvert 2 mois auparavant avec une date d'inscription prévue pour la semaine suivante. Le dossier contenait des évaluations psychologiques fabriquées affirmant que Maya souffrait d'un trouble de l'attachement sévère et de tendances violentes. Patrick lut les évaluations avec une fureur grandissante. Elle décrivait une enfant qui n'existait pas, agressive, incontrôlable, un danger pour elle-même et pour les autres. Le psychologue qui les avait signés était le docteur Eugène Freeman, qui s'est avéré être le psychiatre personnel de Géraldine Elliott, et n'avait jamais rencontré Maya. C'est de la fraude, dit Patrick platement. Fraude médicale, falsification de dossier. Et ça s'améliore, répondit Nicolas. Les frais d'inscription s'élevaient à 50 000 $, payés à partir du compte d'Andrea, votre compte matrimonial commun, sans votre savoir ni votre consentement.
Patrick pensa à tout l'argent manquant, au virement qu'il avait découvert. Elle planifie ça depuis des mois. J'ai des relevés bancaires remontant à un an montrant des paiements à Freeman, des virements à New Horizon pour des frais de consultation. Géraldine a orchestré tout ça, et Andrea a soit participé volontairement, soit été tellement sous le contrôle de sa mère qu'elle ne pouvait pas voir qu'elle commettait des crimes. Le bureau du procureur a agi rapidement après avoir examiné les preuves. En 2 semaines, des accusations formelles ont été déposées contre Géraldine Elliott, ingérence dans la garde, enlèvement, franchissement des frontières de l'État avec un mineur sans consentement parental, mise en danger d'enfants, complot en vue de commettre des abus sur mineurs. Complot en vue de commettre une fraude médicale, fraude électronique. Des accusations contre Wanda Powers, tentative d'institutionnalisation illégale d'un mineur, ingérence dans la garde, mise en danger d'enfants, complot. Des accusations contre le docteur Eugène Freeman, fraude médicale, falsification de dossiers médicaux, complot en vue de commettre des abus sur mineurs. Andrea fut répertoriée comme co-conspiratrice non inculpée en attente d'enquête complémentaire. Patrick regarda les informations depuis son salon. Maya jouait avec des blocs à proximité, inconsciente de la tempête que sa grand-mère avait créée. La chute de la famille Elliott fut spectaculaire. L'arrestation de Géraldine fit les gros titres. Les liens pharmaceutiques de la famille furent soudainement examinés. Des questions sur la somme d'argent utilisée pour faciliter ce complot. Puis Andrea appela. « Patrick, s'il te plaît. Je ne savais pas que ça irait si loin. Tu as signé les chèques, dit-il calmement. Tu as autorisé les évaluations. Tu as remis notre fille à ta mère en sachant où elle allait. Maman a dit que c'était thérapeutique. Elle a dit que Mia avait besoin d'aide. Maya a 5 ans et est en parfaite santé. Ce dont elle avait besoin, c'était que sa mère la protège, pas qu'elle participe à un complot pour la faire enfermer. Je n'ai jamais voulu, la voix d'Andrea se brisa. Je n'ai jamais voulu ça. Qu'est-ce que tu voulais, Andrea? Le silence s'étira entre eux. Je veux ma famille de retour, murmura-t-elle finalement. Ta famille ou l'approbation de ta mère? Ce n'est pas juste. Juste? La voix de Patrick resta étrangement calme. Notre fille m'a dit que sa grand-mère lui avait dit que je ne voulais plus d'elle, que je l'avais donnée. As-tu la moindre idée de ce que cela lui a fait? Maman essayait juste de rendre les choses plus faciles pour Maya. Écoute-toi. Le calme de Patrick craqua finalement. Tu la défends toujours. Même maintenant, avec 11 chefs d'accusation criminels, tu choisis toujours ta mère plutôt que ton enfant. Non, je ne le fais pas. Oui, tu le fais. Et c'est pourquoi j'ai demandé le divorce ce matin. La ligne se tut. Patrick, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Je ferai de la thérapie. Je couperai les ponts avec maman. Tout ce que tu veux. C'est trop tard, Andrea. Je t'ai donné des chances. Je t'ai supplié de voir ce que ta mère nous faisait. Tu l'as choisi à chaque fois. Et quand il a fallu choisir, tu l'as choisi au détriment de la sécurité de notre fille. Je suis sa mère. Alors tu aurais dû agir comme telle. Patrick raccrocha. Maya leva les yeux de ses blocs, ses yeux noirs inquiets. C'était maman? Oui, mon bébé. Elle est toujours chez grand-mère Géry. Oui. Maya retourna à ses blocs. Je préfère être ici avec toi. La gorge de Patrick se serra. Moi aussi, ma chérie. La procédure de divorce s'est déroulée avec une rapidité surprenante. Andrea ne contesta rien. Ni la garde, ni la division des biens, rien. Patrick soupçonna son avocat de lui avoir dit que se battre ne ferait que renforcer l'affaire pénale contre elle. L'enquête du Nevada s'était étendue pour inclure son rôle, et les procureurs envisageaient des accusations. Nicolas négocia un accord qui donnait à Patrick la garde complète, Andrea recevant des visites supervisées en attendant l'issue des procès pénaux. Les biens matrimoniaux furent divisés équitablement, mais Patrick insista sur la documentation de chaque dollar qu'Andrea avait transféré à sa mère. Ces transferts, totalisant plus de 300 000 $, furent classés comme frauduleux et devraient être remboursés. Andrea ne pouvait pas les rembourser. Elle n'avait pas d'emploi, pas de revenus, et les avoirs de sa mère étaient gelés en attendant les procédures pénales. Elle devrait déposer le bilan. L'audience finale du divorce fut prévue 30 jours après le dépôt, accélérée en raison des affaires pénales.
Patrick s'assit dans la salle d'audience avec Nicolas. Andrea en face dans l'allée avec son avocate, une jeune femme nommée Britney Simon, qui semblait préférer être n'importe où ailleurs. Le juge Bennett présida de nouveau. Il examina les termes de l'accord d'un œil critique. Monsieur Sosa, vous demandez la garde légale et physique complète avec des visites supervisées pour Mademoiselle Sosa. Oui, votre honneur. Mademoiselle Sosa, contestez-vous cet arrangement? La voix d'Andrea était à peine audible. Non, votre honneur. Comprenez-vous que vous renoncez à vos droits parentaux de prendre des décisions concernant le bien-être, l'éducation et les soins médicaux de votre fille? Oui, votre honneur. Le juge Bennett la regarda longuement. Mademoiselle Sosa, j'ai examiné les dossiers de l'affaire pénale. J'ai lu les déclarations de votre fille. Avez-vous quelque chose à dire avant que je ne finalise ce décret? Andrea se leva, les mains tremblantes. J'ai commis une terrible erreur. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Je pensais aider ma fille, mais j'avais tort. J'avais tellement tort. Elle regarda Patrick, les larmes coulant sur son visage. Je suis désolé. Je sais que cela ne règle rien, mais je suis désolé. Patrick ne ressentit rien. Ni colère, ni tristesse, juste un vaste vide là où son amour pour cette femme avait autrefois résidé. L'expression du juge Bennett était de granit. Mademoiselle Sosa, vous avez participé à un complot visant à institutionnaliser votre fille de 5 ans en bonne santé sur la base de dossiers médicaux fabriqués. Votre mère l'a orchestré, mais vous l'avez permis. Vous avez signé les chèques. Vous avez remis votre enfant. Je ne sais pas si vous avez été manipulé ou complice, mais le résultat est le même. Vous avez trahi la confiance et la sécurité de votre fille. Andrea sanglotait ouvertement maintenant. Cependant, continua le juge, vous coopérez avec les procureurs et vous n'avez pas contesté cet arrangement de garde. J'approuve l'accord. Garde complète à Monsieur Sosa. Mademoiselle Sosa, vous aurez des visites supervisées de 2 heures un samedi sur 2 en attendant une réévaluation après la conclusion des procès pénaux. Si vous êtes inculpé et condamné, les visites seront suspendues. Merci, votre honneur, murmura Andrea. Ne me remerciez pas, remerciez votre ex-mari de ne pas avoir demandé la cessation complète de vos droits parentaux, ce qu'il serait justifié de demander. Le marteau retomba. Patrick Sosa sortit de ce tribunal, père célibataire avec la garde complète de sa fille. Son mariage de 7 ans fut dissous en 30 jours. Dehors, Andrea l'approcha. Son mascara coulait. Patrick, puis-je la voir? Juste une minute. Pas aujourd'hui, s'il te plaît. Je veux juste lui dire que je l'aime. Tu aurais dû y penser avant de laisser ta mère te convaincre de l'envoyer au loin. Je sais. Je sais que je l'ai trahi, mais c'est toujours ma fille. Patrick observa la femme qu'il avait autrefois aimée, cherchant à retrouver la moindre trace de la personne qu'elle avait été. Vous aurez vos visites supervisées. C'est tout ce que le tribunal a accordé, et c'est plus que ce que vous méritez. Il s'éloigna, laissant Andrea seul sur les marches du palais de justice. Les procès pénaux commencèrent 3 mois plus tard. L'accusation avait monté un dossier en béton, avec des preuves qui stupéfièrent même les observateurs judiciaires vétérans. Géraldine Elliott avait dépensé plus d'un demi-million de dollars pour exécuter son plan de retirer Maya de la vie de Patrick. La trace de l'argent montrait des paiements au Dr Freeman, à New Horizon, à des enquêteurs privés qu'elle avait engagés pour construire un faux dossier d'inaptitude de Patrick, et même à une entreprise de relations publiques pour gérer le récit si son plan réussissait. Patrick assista à chaque jour du procès, assis dans la galerie avec un carnet, documentant tout. Maya restait avec ses parents. Sa mère, Rosie Sosa, avait emménagé temporairement pour aider à la garde des enfants, pendant que Patrick naviguait dans les procédures judiciaires. L'accusation appela témoin après témoin. Erika Gilles témoigna des déclarations de Maya et des dommages psychologiques qui lui avaient été causés. Derek Lamb présenta les résultats de son enquête. Des analystes financiers détaillèrent les transferts d'argent, et l'ancienne assistante du Dr Freeman, une femme nommée Grace Rose, fournit un témoignage accablant sur la façon dont Freeman avait créé le faux profil psychologique de Maya sans jamais la rencontrer. Le Dr Freeman a dit que c'était une courtoisie professionnelle pour Madame Elliott, témoigna Grace. Il a dit qu'elle était une vieille amie et que sa petite fille avait besoin d'aide. Il n'a jamais remis en question l'éthique de la chose.
Il a juste fait ce qu'elle lui demandait. La défense tenta de dépeindre Géraldine comme une grand-mère préoccupée, mais les preuves étaient accablantes. Les emails montraient la préméditation, le calcul et une volonté glaçante de détruire la santé mentale d'un enfant pour le contrôle. Le moment que tout le monde attendait arriva le 8e jour. Géraldine Elliott prit la barre. Elle était posée, provocante, vêtue d'un élégant tailleur bleu marine. Son avocat, un avocat de la défense très cher nommé Marvinès, la guida à travers un récit de préoccupations et de bonnes intentions. « Madame Elliott, pourquoi avez-vous cru que votre petite fille avait besoin d'une intervention thérapeutique ?» Maya montrait des signes de détresse. Son père travaillait des heures excessives. Sa mère était en difficulté. « Je voulais aider. » « Avez-vous eu l'intention de nuire à votre petite fille ?»« Absolument pas. Tout ce que j'ai fait était par amour. » Puis vint le contre-interrogatoire. La procureure, une femme nommée Kendra Harrison, réputée pour détruire les témoins, s'approcha avec un dossier. « Madame Elliott, vous avez témoigné avoir agi par amour pour votre petite fille. Est-ce exact ? » « Oui. » « Alors pourquoi avez-vous dit à Maya que son père ne la voulait plus ?» Le calme de Géraldine vacilla. « Je n'ai jamais dit ça. » Nous avons le témoignage de Maya Sosa corroboré par les déclarations de Wanda Powers selon lesquelles vous avez dit à l'enfant que son père l'avait abandonné. Maya ment elle ? Elle a peut-être mal compris. Elle a 5 ans. Madame Elliott, avez-vous ou non dit que son père ne la voulait plus ? J'ai peut-être suggéré que son père était trop occupé pour s'occuper d'elle correctement, ce qu'une enfant de 5 ans interpréterait comme un abandon. Correct ? Je suppose. Kendra brandit des documents. Ce sont des emails entre vous et le docteur Freeman discutant du plan de traitement de Maya. Dans un email daté de 3 mois avant que vous ne l'emmeniez au Nevada, vous écrivez « Nous devons établir une trace écrite montrant l'inaptitude de Patrick. Une fois que nous aurons Maya dans le programme, il n'aura plus le droit légal de la retirer. » Madame Elliott, cela ressemble-t-il à un acte d'amour ? Le visage de Géraldine se durcit. Je protégeais ma petite fille d'un père inadapté. Inadapté ? Comment ? Monsieur Sosa a une carrière réussie, aucun casier judiciaire, aucun antécédent d'abus ou de négligence. Qu'est-ce qui le rendait inadapté ? Il n'est pas de notre monde. Il ne comprend pas comment élever correctement un enfant dans notre famille. La salle d'audience se tut. Patrick sentit Nicolas se tendre à côté de lui. Pas de votre monde, répéta Kendra. Vous voulez dire parce que ses parents étaient un ouvrier du bâtiment et une enseignante ? Parce qu'il a travaillé dur pour obtenir son diplôme du MIT au lieu d'hériter de la richesse ? Ce n'est pas ce que je... Vous avez écrit dans un email à votre sœur Wanda, Andrea a commis une erreur en épousant quelqu'un de sa classe sociale. Nous devons corriger cela avant que Maya ne soit trop endommagée par son influence. Est-ce de l'amour, Madame Elliott, ou est-ce de l'intolérance ? L'avocat de Géraldine objecta, mais le mal était fait. Le jury avait vu son masque tomber, avait entendu ce dont il s'agissait vraiment. Le témoignage continua pendant 1 heure, mais c'était fini. Kendra détruisit systématiquement chaque affirmation de bonnes intentions, révélant le complot pour ce qu'il était, une tentative calculée de voler un enfant à son père parce que Géraldine Elliott ne pouvait accepter que sa fille ait épousé quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur. Le jury délibéra pendant 3 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Wanda Powers, qui avait accepté un arrangement de plaidoyer, reçut 5 ans de probation et une interdiction permanente de travailler avec des enfants. Le docteur Freeman fut reconnu coupable de fraude médicale et de complot, condamné à 3 ans de prison fédérale et à la perte de sa licence médicale. La condamnation de Géraldine Elliott intervint 2 semaines plus tard. Patrick s'assit de nouveau dans la salle d'audience, cette fois avec ses parents. Sa mère lui serra la main tandis que le juge lisait le verdict. « Madame Elliott, vous avez orchestré un complot qui aurait pu endommager de façon permanente le bien-être psychologique d'un enfant. Vous avez utilisé votre richesse et votre influence pour manipuler des systèmes destinés à protéger les enfants, les transformant en armes de contrôle. Vous avez tenté d'institutionnaliser une enfant de 5 ans en bonne santé sur la base de preuves fabriquées parce que vous ne pouviez pas accepter les origines de votre gendre. » Le juge Bennett, qui avait également été désigné pour l'affaire pénale, regarda Géraldine avec un dégoût non dissimulé. Vous n'avez montré aucun remords, aucune compréhension du mal que vous avez causé.
le tribunal vous condamne à 8 ans de prison fédérale pour les chefs d'accusation d'enlèvement et de complot, 3 ans pour les chefs d'accusation de fraude à purger consécutivement, soit un total de 11 ans. Vous devrez également verser une restitution de 500 000 $ à Monsieur Sosa pour le préjudice psychologique infligé à sa fille, plus tous les frais de justice engagés. Le visage de Géraldine devint blanc. Votre honneur, j'ai 68 ans. Alors vous auriez dû considérer les conséquences avant de commettre plusieurs crimes. Huissier, placez l'accusé en détention. Patrick regarda Géraldine Elliott être emmenée menottée, son calme parfait finalement brisé, son visage se tordant alors qu'elle réalisait qu'elle avait tout perdu. Devant le palais de justice, les journalistes affluèrent. Patrick fit une brève déclaration, remerciant les procureurs et le tribunal, puis rentra chez lui auprès de sa fille. Maya était dans le jardin avec Rosie, travaillant sur la cabane dans les arbres que Patrick avait enfin terminé. Quand elle le vit, elle courut vers lui, le visage lumineux. « Tu as gagné, papa ?» Patrick la prit dans ses bras, la serrant fort. « Oui, mon bébé. Nous avons gagné. Grand-mère Géry va nous laisser tranquilles maintenant. Elle ne peut plus nous faire de mal. » Bien. Maya le serra fort dans ses bras. « On peut finir la cabane dans les arbres ? » Absolument. Plus tard, après que Maya se fut endormie, Patrick s'assit sur son porche avec Nicolas, 2 bières, et la satisfaction tranquille de la justice rendue. 11 ans, dit Nicolas. Elle aura presque 80 ans quand elle sortira. Si elle sort. La prison fédérale n'est pas tendre avec les détenus âgés. Andrea demande de nouveau des visites. Elle a accepté les visites supervisées, la thérapie, tout le tralala. Patrick y réfléchit. Maya devrait connaître sa mère. Mais à mes conditions, selon mon emploi du temps, et seulement quand je serai convaincu qu'Andrea a vraiment changé. C'est juste. Nicolas leva sa bière. À toi, mon frère. Tu as mené un bon combat. Patrick trinqua avec lui. À Maya, tout ce que j'ai fait était pour elle. Elle a de la chance de t'avoir. Patrick regarda par la fenêtre la silhouette endormie de sa fille, visible depuis la porte de sa chambre. C'est moi qui ai de la chance. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Justice rendue. Méchant puni. Héros justifié. Mais la vie lui réservait un dernier rebondissement. 2 mois après la condamnation de Géraldine, Patrick reçut un appel de Kendra Harrison. « Patrick, vous devez venir à mon bureau. Il y a quelque chose que vous devriez voir. » Il arriva et la trouva avec une pile de documents et une expression sombre. « Pendant les procédures de confiscation des avoirs, nous avons découvert quelque chose d'intéressant. Géraldine Elliott avait mis en place un fonds de fiducie pour Maya. 2 millions de $ établis à la naissance de Maya. D'accord. Les documents du fonds de fiducie stipulent que l'argent est destiné à Maya lorsqu'elle aura 18 ans, mais il peut être utilisé plutôt à des fins éducatives et médicales avec l'approbation du fiduciaire. Laissez-moi deviner, Géraldine était le fiduciaire ? Elle l'était, mais il y a une clause de succession. Si le fiduciaire original est frappé d'incapacité ou condamné pour un crime, la tutelle est transmise au tuteur de l'enfant. Kendra fit glisser les documents. C'est vous, Patrick. Patrick fixa les chiffres. 2 millions de $. Assez pour payer toute l'éducation de Maya, pour assurer son avenir, pour réparer une partie des dommages financiers que Géraldine avait causés à son mariage. Il y a plus, dit Kendra. Le fonds de fiducie a été financé avec de l'argent provenant des brevets pharmaceutiques du père de Géraldine. Les mêmes brevets que la famille Elliott prétend être leur principale source de richesse. J'ai fouillé et il s'avère que ces brevets ont un historique douteux, d'éventuelles violations des lois antitrust, des systèmes de fixation des prix des années 1980. Vous dites que la fortune des Elliott est de l'argent sale ? Je dis que c'est compliqué, mais le fonds de fiducie est propre. Il a été établi légalement et l'argent est. Vous pouvez l'accepter et l'utiliser à son profit. Patrick y réfléchit pendant 30 secondes. Mettez ça en place. Chaque centime va à l'éducation et à l'avenir de Maya. Je ne veux pas y toucher pour autre chose. C'est déjà fait. Je me doutais que vous diriez ça. Les mois passèrent. Maya commença la première année, se fit des amis, rejoignit des cours de football et d'art. Elle voyait Andrea un samedi sur 2,
des visites supervisées qui devinrent progressivement moins gênantes. Andrea était en thérapie, travaillait de nouveau comme infirmière, essayant de reconstruire sa vie. Elle avait coopéré avec les procureurs, témoignant contre sa mère, et avait elle-même évité les accusations criminelles. Patrick regarda sa fille s'épanouir, libérée de l'influence toxique de Géraldine, et sentit les derniers vestiges de sa colère s'estomper. Il avait gagné tout ce qui comptait, la sécurité de sa fille, son avenir, son bonheur. Un soir, Maya posa la question que Patrick redoutait. « Papa, pourquoi grand-mère Géry a-t-elle essayé de m'envoyer loin ?» Ils travaillaient sur la cabane dans les arbres, le soleil de fin d'après-midi réchauffant leur visage. Patrick posa son marteau et s'assit à côté d'elle. Parfois, les gens se concentrent tellement sur ce qu'ils pensent être juste qu'ils oublient de penser à ce qui est réellement le mieux pour les gens qu'ils aiment. Grand-mère Géry pensait qu'elle savait ce qui était le mieux pour toi, mais elle avait tort. Était-elle méchante parce qu'elle ne t'aimait pas? Patrick choisit ses mots avec soin. Grand-mère Géry avait des idées sur la façon dont les gens devraient vivre qui n'étaient pas très gentilles. Elle pensait que certaines personnes étaient meilleures que d'autres à cause de leur origine ou de la quantité d'argent qu'elles avaient. Et quand ta mère m'a épousé, grand-mère n'a pas aimé ça. C'est bête. Tu es le meilleur papa du monde. La gorge de Patrick se serra. Merci, mon bébé. Est-ce que je devrais la voir quand elle sortira de prison? Pas si tu ne veux pas. Et ce ne sera pas avant longtemps. Maya hocha la tête, satisfaite, et retourna à enfoncer des clous dans le bois. Patrick la regarda. Cette petite fille résiliente, brillante, qui avait survécu à un traumatisme et en était ressortie plus forte. Son téléphone vibra. Un SMS de Nicolas. Appel rejeté. La peine de Géraldine est maintenue. C'est vraiment fini. Patrick répondit. Merci pour tout. Tu as fait le plus dur. J'ai juste rempli les papiers. Patrick remit son téléphone dans sa poche et aida Maya à finir la balustrade de la cabane dans les arbres. Quand ils eurent terminé, elle grimpa à l'intérieur et regarda le jardin, son visage rayonnant de joie. C'est la meilleure cabane dans les arbres du monde, papa. Tu as aidé à la construire. Ça la rend spéciale. Je peux dormir ici ce soir? Attendons que tu sois un peu plus grande. D'accord. On peut dîner ici? Absolument. Ce soir-là, Patrick et Maya mangèrent des sandwichs dans la cabane dans les arbres pendant que le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et d'or. Maya jacassait sur sa journée, sur ses amis, sur le projet artistique sur lequel elle travaillait. Normal, sain, heureux. Patrick écoutait, posait des questions, riait à ses blagues, et ressentait une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il avait perdu son mariage, dépensé des centaines de milliers en frais de justice, enduré des mois de stress et de peur. Mais il avait sauvé sa fille, et au final, c'était la seule victoire qui comptait. Géraldine Elliott avait tenté d'utiliser sa richesse, son influence et sa manipulation pour détruire sa famille. Elle l'avait sous-estimé à chaque tournant, son intelligence, sa détermination, son amour pour sa fille. Et cette sous-estimation lui avait coûté tout, sa liberté, sa réputation, sa famille, son avenir. Patrick Sosa avait mené un bon combat. Il avait utilisé la loi, l'épreuve et la vérité comme ses armes. Il avait été patient quand il voulait exploser de rage, stratégique quand il voulait s'en prendre aux autres, et implacable quand d'autres auraient abandonné. Et il avait gagné, non pas parce qu'il était puissant, riche ou connecté, mais parce qu'il était un père qui aimait sa fille plus que tout au monde. Et au final, cet amour avait été plus fort que tout l'argent et tous les stratagèmes de Géraldine Elliott. Maya s'endormit dans la cabane dans les arbres, la tête sur l'épaule de Patrick. Il la porta à l'intérieur, l'aborda et se tint à l'entrée de sa chambre, la regardant respirer. Cette précieuse fille qui avait traversé l'enfer et en était ressortie souriante. Demain, il retournerait au travail, à construire des structures qui dureraient des générations. Mais ce soir, il construirait quelque chose de plus important. Une vie où sa fille serait en sécurité, aimée et libre. Et c'était suffisant.